Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre magazine de santé et diagnostic. La République démocratique du Congo va lancer à partir de ce jeudi 27 juillet sur toute l'étendue du pays la campagne de vaccination contre la poliomyélite. C'est une campagne gratuite et cette campagne concerne les enfants de 0 à 5 ans. Chaque enfant devra donc recevoir 2 gouttes de vaccin polio oral pour renforcer son système immunitaire. La poliomyélite rend l'enfant infirme toute sa vie et le seul moyen de l'éviter, c'est de faire vacciner nos enfants. Et c'est dans ces cadres que nous organisons pour vous cette émission et nous sommes reçus auprès du docteur Elisabeth Mukamba. Elle est coordonnatrice nationale du comité des opérations d'urgence polio coupe en sigle. Nous aurons aussi sur ces plateaux docteur Gloire Mbayabo. Il est pédiatre aux cliniques universitaires. Il est également membre de l'association de pédiatres du Congo démocratique. Avec nos 2 invités, nous aurons toutes les informations liées à la poliomyélite, comment l'éviter et à l'importance même du vaccin et au respect du calendrier vaccinal chez nos enfants. Nous commençons cette émission par commencer d'abord, comme je l'ai dit, présenter toutes nos félicitations au docteur Elisabeth Mukamba, qui a été, vous le savez, pendant quelques années, elle était directeur du programme élargi de vaccination. Elle a été nommée il y a quelques jours par le ministre de la Santé comme coordonnatrice nationale du comité des opérations d'urgence polio coupe en sigle. Madame, toutes nos félicitations et que Dieu vous accompagne dans cette lourde tâche qu'il vous a confiée. Notre première question, c'est de savoir, docteur, vous lancez officiellement la campagne de vaccination contre la polio sur toute l'étendue du territoire national ce jeudi 27 juillet 2023, alors que nous avons su il y a quelques années que la RDC a été certifiée libre des circulations du poliovirus sauvage. Pourquoi encore cette campagne de vaccination contre la poliomyélite? Cet handicap, cette paralysie à vie. Donc, si je comprends bien, c'est tous les enfants de la RDC qui sont concernés par cette campagne, ou les enfants qui n'ont jamais reçu de vaccin, ou alors les enfants qui avaient reçu en partie le vaccin. Si vous pouvez nous éclairer à ce sujet. Alors, il y a, au niveau du programme élargi de vaccination, il y a différentes stratégies. Il y a la vaccination de routine qui concerne essentiellement les enfants qui n'ont pas été vaccinés ou qui ont raté leur vaccin. Et les rattrapages se font même jusqu'à 2 ans. Mais lorsqu'on organise une campagne de masse, on ne tient pas compte du statut vaccinal parce qu'on ne sait pas forcément différencier qui a reçu et qui n'a pas reçu. Et on donne une opportunité à tous ceux qui peuvent, soit pour une raison ou pour une autre, qui n'ont pas pu compléter leur calendrier vaccinal, d'avoir cette opportunité de récupérer. Et vous voyez aussi que
la tranche d'âge va jusqu'à 5 ans. Okay. C'est pour permettre que tous les enfants qui sont déjà sortis de la cohorte des enfants à vacciner en routine, qu'ils aient aussi cette opportunité. Chance, oui, pour être vaccinés. Je reviens à vous. Il est temps pour moi de poser la question au docteur Gloire Bayabo. Je vous dis bonjour et merci de répondre à notre invitation. Docteur, est-ce qu'il y a moyen que vous nous fassiez un petit rappel sur la poliomyélite? Docteur Elisabeth l'a dit, c'est une maladie qu'on contracte. Peut-être on dit aussi que c'est une maladie de main sale. Veuillez un peu nous faire ces petits rappels. Je parle du rappel parce qu'on a eu à faire plusieurs émissions sur la poliomyélite. Mais pour les parents qui n'ont pas eu l'opportunité de nous suivre lors de nos précédentes émissions, je voudrais que vous reveniez sur la poliomyélite, comment ça se contracte et les symptômes même de la maladie. Voilà, merci beaucoup pour l'invitation et pour la question. Alors, pour répondre à votre question, la poliomyélite, c'est d'abord, comme la directrice l'a dit, docteur Elisabeth l'a dit, c'est une maladie contagieuse, n'est-ce pas? Et qui est entraînée par un virus, c'est un entérovirus humain, mais particulièrement le type poliovirus. Il y a plusieurs types de ces virus, les types 1, 2 et 3. Et donc, ces virus-là, n'est-ce pas, c'est transmis, n'est-ce pas, par les mains sales. C'est une transmission interhumaine entre deux personnes, soit de façon orofécale, si vous avez généralement les virus se multiplient au niveau de la gorge et au niveau du tube digestif. Si par exemple quelqu'un prend de l'eau souillée ou des aliments souillés contenant, n'est-ce pas, les virus qui peuvent traîner dans les selles jusqu'à 3 à 6 semaines, la personne peut être contaminée. Mais les transmissions directes comme les virus traînent aussi dans la gorge, n'est-ce pas? La personne peut être aussi contaminée par les aérosols. Quand nous parlons, il y a des postillons, il y a des petites salives qui partent, ça peut contaminer aussi la personne. Et donc, par là, on voit très bien que pour éviter de contaminer les autres personnes, il faut se laver les mains régulièrement, parce que quand nous parlons aussi ici, nous avons des virus dans notre gorge, ça s'appelle au niveau de la main, et puis quand nous saluons les autres, on transmet. Ils peuvent contacter la maladie, quand ils vont manger sans se laver les mains et tout, donc ils seront contaminés. Et donc les virus évoluent en plusieurs phases. Il y a une première phase qui donne disons, des symptômes ou des signes comme les signes de la grippe. La personne peut avoir une petite fièvre, la toux, les rhumes, la fatigue, l'asthénie physique. Et cette phase-là passe souvent inaperçue parce qu'on peut simuler ça à la grippe. À la grippe, ou même à la Covid. Voire même à la Covid. Mais c'est justement quand les virus entrent dans l'organisme, ils se multiplient. Il y a d'abord une phase où on dit des virémies modérées, c'est-à-dire les virus se multiplient mais de façon modérée. Et puis il va se multiplier de façon importante, passer d'abord dans les ganglions. Des ganglions peuvent se retrouver dans les sangs et quand il arrive au niveau du sang, il peut aller partout dans le corps, notamment au niveau du cerveau. Quand il arrive au niveau du cerveau, notamment au niveau de la cerveau, système nerveux central intégral, cerveau et moelle épinière, c'est au niveau de la moelle épinière que ça va détruire, n'est-ce pas, la corne antérieure. C'est un peu trop scientifique, mais ça détruit les parties de la moelle épinière. C'est comme ça que ça arrive à entraîner la paralysie, cette paralysie. Au niveau des jambes aiguës. Voilà. Ok. Mais il y a beaucoup d'autres symptômes qu'on peut avoir, mais ça c'est un symptôme tout à fait emblématique. C'est comme ça qu'on parle plus de cette forme-là. Docteur Elisabeth, vous avez quelque chose à compléter sur la poliomyélite? Non, je pense que Dr Gloire a très bien décrit ce qu'était la maladie. Et je crois, comme il a dit, dès que ça détruit effectivement les cellules de la corne antérieure, cette paralysie s'installe et elle s'installe de manière... Et puis elle devient irréversible, il paraît. Voilà, de manière irréversible. Donc, elle peut toucher les membres inférieurs, elle peut toucher les muscles respiratoires avec même la survenue des décès. Donc, c'est vraiment une maladie quand même qui est assez grave, quoi. Ok. Et c'est le seul moyen, je l'ai dit à l'introduction, j'espère que je n'ai pas trompé, il faut seulement, est-ce qu'il existe de traitement curatif ou bien il faut seulement le vaccin? Alors, au stade actuel, il n'existe pas de traitement. Il n'existe pas de traitement. Dr Gloire a donné un certain nombre de mesures, des gestes hygiéniques qu'il faut prendre. Évidemment, on les a beaucoup appris lors de la pandémie de la maladie à coronavirus, mais ce sont des gestes qui restent très salvateurs, notamment tousser dans le coude,
laver les mains, même le port du masque à certains moments, il peut C'est toujours être important, oui. Le lavage des mains, l'assainissement de l'environnement, des sanitaires, mais l'une des interventions majeures, c'est la vaccination. Parce que la vaccination permet tout justement de développer des anticorps et dès qu'on est en contact avec cette maladie, parce que voilà, les gestes barrières, on ne sait jamais, on peut toujours le oublier aussi. Ouais. Mais au moins, en ayant développé des anticorps, on peut lutter efficacement contre le développement de la forme symptomatique de la maladie et éviter cette paralysie-là. Mais dès que le virus, on est contaminé par le virus, il y a une proportion effectivement de personnes qui ne développent pas, enfin, ils font des formes plutôt asymptomatiques, mais ça commence à propager. Voilà. Et quand ça arrive dans un terrain fertile, qui n'a pas une immunité suffisante, la maladie se développe et la maladie entraîne cette paralysie-là. Oui. Docteur Gloire, il faut seulement recevoir le vaccin dans la tranche d'âge comprise entre 0 à 5 ans ou même au-delà, pour éviter qu'on devienne paralysé pendant toute la vie. Voilà, là, merci pour la question. Ça me permet aussi de rappeler l'importance des vaccins de façon générale avant d'atterrir sur la police. Pourquoi on a les vaccins? Les vaccins, c'est parce que ça nous permet de produire les anticorps. En fait, quand l'enfant naît, ça répond à la question des 0 à 5 ans, quand l'enfant naît, il n'a pas d'anticorps propres. Il a des anticorps qui sont transmis par la mère à l'enfant. Mais l'enfant doit lui-même aussi produire ses propres anticorps par rapport au milieu dans lequel il vit. Et les occasions qui lui permettent, n'est-ce pas, de produire les anticorps, c'est notamment la vaccination, mais aussi quand il tombe malade, il est guéri, il produit aussi les anticorps. Maintenant, de 0 à 5 ans, c'est cette période-là où l'enfant produit des anticorps jusqu'à ce qu'il devienne immunocompétent. C'est-à-dire qu'il a suffisamment des anticorps qui lui permettent de lutter contre la plupart des maladies qui est au niveau de son environnement. Au-delà des 5 ans, vous voyez, l'enfant il est déjà bien aguerri par rapport aux anticorps, il tombe de moins en moins malade. Même ceux qui ont des enfants à la maison, si vous avez plusieurs enfants de différents âges, vous verrez que plus l'enfant est moins âgé, plus il va tomber malade. Il est vulnérable. Il y a d'autres qui ont plus de 5 ans. Parce que ceux qui ont déjà plus de 5 ans, ils ont déjà suffisamment reçu des vaccins, suffisamment d'anticorps, et donc ils savent faire face, n'est-ce pas, aux problèmes, aux maladies qui sont dans leur environnement. C'est comme ça qu'on insiste plus à la vaccination pendant cette période-là, le temps que l'enfant soit immunocompétent. Mais ailleurs, n'est-ce pas, la vaccination continue jusqu'à même à 18 ans. Au-delà de... À l'âge adulte, notamment comme en Occident, souvent ils font des grippes, des épidémies, des virus de la grippe. Souvent ils sont vaccinés même à l'âge adulte. C'était facile pendant la Covid de recevoir le vaccin. Contrairement à nous ici, nous croyons que la vaccination ne s'arrête qu'à 9 mois. Ce n'est pas ça. La vaccination Et pourquoi le vaccin oral, la polio orale? Pourquoi pas une autre procédure pour atteindre les enfants? Pourquoi seulement 2 gouttes? Vous allez vous faire compléter par le docteur Elisabeth, 2 gouttes qui constituent une dose. Exactement. Pourquoi? Bon, pourquoi le vaccin oral? Parce que déjà, comme ça, ce sont des campagnes de masse, le vaccin oral, l'administration orale est plus facile. Parce qu'il y a aussi les VPI, les vaccins antipolio injectables. Et là, ça contient même les trois sérotypes de virus. Mais les combles, c'est que s'il faut commencer à donner des injections à tous les enfants, il faut ça va prendre du temps. Et tout ça, vous voyez que c'est quand même, ça prend du temps et c'est désagréable aussi. La douleur, c'est quand même désagréable aux enfants comparé à la vaccin oral qui a montré son efficacité, surtout dans des campagnes de masse. L'espace est plus rapide, c'est plus efficace et c'est facile à administrer. Ok. Docteur Elisabeth? Oui, merci. Vraiment, je m'aligne totalement à ce que le docteur a dit. C'est vraiment plus facile. Et même le vaccin a été... il a été fabriqué de manière à ce que le vaccin oral, de manière à ce qu'on puisse vraiment l'utiliser dans un délai qui permet de le conserver dans des bonnes conditions. Et peut-être pour ajouter à ce que le docteur Gloire a dit, il vous souviendra qu'il a dit que le virus se développe au niveau aussi de la gorge. Au niveau intestinal. Et avec le VPO, on observe, quand il est bien administré, on voit que très rapidement, la réponse au niveau
de l'immunité mucosale, comme on dit, est plus rapide qu'avec le VPI. Mais cela ne dit pas non plus que les parents doivent négliger le VPI. Donc, le VPI pour la vaccination de routine telle que nous la connaissons, vraiment reste de mise et il faut qu'il soit administré. Mais pour les campagnes de masse, et étant donné que des fois les vaccinateurs doivent parcourir les kilomètres, des distances, c'est plus facile pour eux d'avoir une boîte avec des vaccins, de l'administrer, d'obtenir rapidement l'immunité. Et puis, le programme de routine poursuit son cours normal. Oui. Je vous retiens, docteur, pour que vous nous parliez de l'organisation justement de la campagne. Elle sera lancée ce jeudi 27 juillet 2023 sur toute l'étendue du territoire national. Parlez-nous un peu de la logistique. Est-ce que tout est prêt? Les vaccins sont déjà disponibles dans tous les coins et recoins de la République démocratique du Congo? Est-ce que vous n'aurez pas de problème de rupture de stock? Et la campagne va prendre combien de temps? Merci. Question très pertinente. La campagne, effectivement, va commencer à partir du 27 juillet et elle s'étale sur 3 jours, mais avec possibilité de récupérer les enfants sur 1 ou 2 jours après la campagne, selon la couverture. Alors, en termes de logistique, compte tenu de la complexité du pays, donc cette campagne nationale va s'organiser en 2 phases. La première phase va concerner 11 provinces du bloc ouest, c'est-à-dire le Kinshasa, Congo central, Kwango-Kwilu, Mai-Ndombe et tout le bloc équateur et la province du Kasaï. Donc, ce sont les 11 premières provinces qui vont organiser la campagne. Et par la suite, le bloc ouest, avec une partie du centre, va organiser le deuxième bloc du 10 au 12 juillet. Aujourd'hui, le vaccin est présent pour le bloc Est, les 11 provinces du bloc Est. Le vaccin a été effectivement envoyé dans toutes les provinces. Et ce matin, il y a environ, sur les zones de santé, environ 92% des zones de santé qui sont déjà servies en vaccin. Donc, on est en train de suivre de près la mise en place des vaccins dans les zones de santé et même dans les aires de santé, parce que ce n'est pas seulement au niveau des bureaux centraux. Donc, dans les aires de santé également, les vaccins sont déjà en train d'être mis à disposition. Alors, dans le bloc ouest, nous avons 12 sur 15 provinces qui sont déjà servies et la distribution... Donc, il vous reste 3 provinces. 3 provinces qui restent à être servies et la distribution va se poursuivre. Maintenant, en termes d'équipement de la chaîne du froid, les équipements, nous avons, dans le cadre du renforcement de la chaîne du froid du vaccin ici, il y a des équipements qui sont acquis. Les besoins restent encore énormes, mais il y a ce qu'on appelle les boîtes isothermes qui permettent de conserver les vaccins dans l'espace d'une journée pour pouvoir les administrer, qui ont été aussi mis à la disposition des équipes pour assurer cette distribution. En grande partie, les équipes au niveau des zones de santé ont déjà été recrutées, elles sont formées. Pour ceux qui sont en retard, ils le font encore aujourd'hui. Et les prestataires, tous ceux qui doivent administrer les vaccins identifiés. Donc, nous sommes confiants que c'est vrai que ça peut ne pas être possible pour toutes les provinces pour différentes complexités, mais nous sommes confiants que la majorité des zones de santé pour demain vont pouvoir lancer. Elles sont prêtes. Elles sont prêtes pour lancer la campagne. Et les préparatifs pour le deuxième bloc sont en train de se poursuivre. Je sais que ça va aller. Docteur, est-ce que vous avez, dans votre parcours en tant que pédiatre, vous êtes arrivé de rencontrer les cas des poliomyélites, les enfants qui n'avaient pas reçu de vaccin ou alors les enfants qui n'avaient pas complété leur calendrier vaccinal et qui sont victimes de la poliomyélite? Et comment vous avez eu à gérer ce cas? Voilà, merci pour la question. Voilà, j'ai déjà eu des cas, à qui pratiquement pas, mais à l'intérieur du pays, parce que dans le cadre, je suis dans d'autres programmes pour essayer de renforcer les capacités des prestataires de l'intérieur du pays. J'ai vu des cas comme ça à l'intérieur du pays et voilà, c'est comme Dr Elisabeth l'a dit, malheureusement cette paralysie flash-là est irréversible. Une fois qu'elle est installée,
pouvez beau faire les kinés et tout ça, et surtout qu'à l'intérieur du pays, c'est difficile d'avoir les matériels orthopédiques qui peuvent aider l'enfant pour sa mobilité. Mais sinon, bon, on a donné les conseils pour éviter que ce qui est arrivé à un enfant puisse arriver à d'autres enfants ou même aux enfants qui sont dans l'entourage. Parce que généralement, ces problèmes-là sont plus au sérieux par la population que lorsque on est affecté ou lorsqu'on voit quelqu'un dans son entourage qui est affecté. Ce qui fait que ces parents-là deviennent comme des ambassadeurs de nous prestataires pour aller parler à d'autres. Parce que nous savons qu'il y a beaucoup de théories de complot qui sont véhiculées à propos des vaccins. Il y a trop de choses qui se disent dans les réseaux sociaux. Et donc, on donne des conseils. Ces parents-là deviennent évidemment nos ambassadeurs. Ils vont parler à d'autres pour éviter que cette complication-là puisse leur arriver. Donc, c'est un peu ce que j'ai fait quand j'ai vu ces gens. Un enfant qui est déjà paralytique, est-ce qu'il peut continuer les études? Est-ce qu'il peut être utile à la société? Comment on accompagne ces genres d'enfants? Parce qu'ils se sont déjà diminués, un peu réduits de la société. C'était un peu ça mon souci. Comment vous arrivez? Quel genre de conseils vous donnez aux parents parce qu'ils n'ont pas respecté le calendrier vaccinal et que l'irréparable est arrivé? Voilà. Je profite aussi de l'occasion de saluer, n'est-ce pas, les autorités actuelles qui ont prévu un ministère dédié aux personnes vivant avec handicap. Parce qu'ailleurs, là où nous allons, en Occident notamment, le fait d'avoir l'handicap ne signifie pas qu'on est inutile à la société. Il y a des travaux adaptés à eux, il y a des moyens de transport adaptés, même quand ils viennent dans des bâtiments, il y a des bâtiments adaptés. Donc, ce n'est pas parce qu'on a perdu les pieds qu'on est inutile à la société. Tant que le cerveau est bien, donc on peut travailler. Et donc, je pense qu'avec le ministère qui est maintenant là, ils sont en train de mettre en place les moyens. C'est vrai qu'à l'intérieur du pays, ce n'est pas encore effectif, mais ici, ils réfléchissent comment mettre les moyens pour que ces enfants-là et ces personnes-là qui ont les handicaps puissent servir à la société. Donc, moi, j'ai donné des conseils à cette famille pour dire que ce n'est pas un enfant qui est inutile, il peut aller à l'école, il peut étudier, il peut servir à la population, à la société, il faut continuer à l'éduquer, à les prendre en charge, comme ça, il peut aider à quelque chose que ce soit dans la société. Merci beaucoup, docteur Elisabeth. Est-ce que c'est la stratégie porte-à-porte qui est retenue pour cette campagne ou bien vous avez opté pour la stratégie fixe avancée? Non, la stratégie pour la campagne de vaccination, c'est une stratégie porte-à-porte. Donc, les agents de santé vont passer dans les ménages, dans chaque concession, pour vacciner les enfants là où ils se trouvent. C'est vrai qu'il y a aussi d'autres stratégies que nous mixons à côté de celle-là. Notamment, il y a des points dans certains hôpitaux où effectivement, à chaque fois que les enfants viennent pour une consultation, parce que c'est pas que les activités de consultation vont s'arrêter pendant la campagne. Donc, s'il y a un enfant, peut-être au moment où les équipes sont passées à la maison, l'enfant avait peut-être été emmené à l'hôpital, il pourra être vacciné là-bas. Là-bas à l'hôpital. Oui. Et puis, nous avons aussi ce que nous appelons des stratégies. Bon, enfin, c'est toujours les équipes qui avancent, mais maintenant, elles vont peut-être un peu plus loin que là où elles ont l'habitude de partir pour vacciner les enfants. Et à chaque fin de journée, vous faites la réunion d'évaluation pour vous faire une idée sur le nombre d'enfants qui ont reçu le vaccin? Exactement. Donc, en fait, à chaque fin de journée, au niveau de l'aire de santé, il y a une compilation de données qui est faite pour s'assurer déjà que la cible est atteinte. Et à côté de ça, nous avons ce qu'on appelle le monitorage indépendant. Donc, chaque fois que les équipes nous disent, par exemple, ici nous sommes à Gombe, elles disent que sur l'avenue de la Justice, nous avons couvert tous les immeubles. Il y a des équipes indépendantes qui passent pour vérifier. Pour vérifier effectivement que voilà, tous les enfants ont été vaccinés. S'ils ne sont pas vaccinés et au moment où l'équipe vient, elle dit oui, sur l'avenue de la Justice, tout est OK, on a vacciné. Le moniteur indépendant va leur dire non, nous sommes passés à tel endroit. On a remarqué que... Voilà. Donc, on met en place des mécanismes comme ça pour nous assurer effectivement que tous les enfants ont bel et bien été vaccinés. Et au cas où
voilà, il y a une famille, un parent qui pense qu'il n'a pas été vacciné, nous invitons cette famille à appeler, soit à entrer en contact avec le centre de santé le plus proche, l'hôpital le plus proche ou les responsables de la zone de santé afin de recevoir ce vaccin. C'est une bonne stratégie. Hein. Avec ça, on espère qu'on va augmenter la couverture vaccinale. Vraiment, nous l'espérons parce que tout justement, si nous n'arrivons pas à mettre un terme à cette épidémie, c'est parce qu'on a des progrès, mais des progrès qui ne sont pas, comment je dis, maintenus dans la durée et qui n'atteignent pas le niveau requis. Nous devons avoir au moins 90% d'enfants vaccinés, une couverture vaccinale de 90%. Okay. Mais aujourd'hui, la couverture complète, donc c'est-à-dire les enfants qui ont reçu tous les vaccins, sur l'étendue de la RDC, elle est évaluée à 45% seulement. C'est minime quand même. Et quand vous prenez la couverture vaccinale pour les enfants qui ont reçu les 3 doses de vaccin polio, elle est seulement de 61%. Wow. Donc, tous ces enfants que nous cumulons année après année, qui n'ont pas reçu le vaccin, sont vraiment des enfants vulnérables, qui, voilà, comme on l'a dit, au contact d'une personne peut-être asymptomatique, elles ne sont pas immunisées. Et puis elles contractent. Vous avez un enfant qui est né, il est bien né, il est né correctement, et dès qu'il arrive à l'école, peut-être en maternelle, il n'a pas reçu ses vaccins. Il y a peut-être un enfant qui est vacciné, qui a le virus de la polio, et tous, ils sont en contact. Lui, il développe une paralysie. Je me mets à la place d'un tel parent qui a vu son enfant marcher, qui a vu son enfant courir, du coup, l'enfant devient paralysé, alors que il suffit de se faire vacciner. Et surtout que le vaccin est gratuit. Il est totalement gratuit. Ouais. Donc, les agents de santé, il est strictement interdit de demander quoi que ce soit. Les agents de santé sont tenus à administrer le vaccin gratuit. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Avant que je ne redonne encore la parole à la coordonnatrice de COUP, vous avez un message à adresser à tous ces parents qui vous suivent, parce qu'on est à quelques heures seulement du lancement officiel de la campagne de vaccination contre la poliomyélite. Voilà, le message que je voudrais lancer aux parents, c'est que la vaccination sauve des vies. Le vaccin ne fait pas du mal aux enfants. Au contraire, les vaccins protègent les enfants. Ce n'est pas parce que l'enfant a été correctement vacciné que vous ne devez pas lui donner les vaccins. Plus l'enfant est vacciné, plus ça lui profite à lui. C'est comme l'enfant, un enfant peut tomber malade aujourd'hui, demain il tombe malade, mais chaque fois il produit des anticorps. Plus on reçoit les vaccins, plus on produit davantage les anticorps. Donc, faites vacciner tous vos enfants de moins de 5 ans, même s'ils ont reçu correctement, ils ont respecté correctement les calendriers vaccinaux. Ça sera toujours bénéfique pour eux. Les bénéfices des vaccins varient d'un enfant à l'autre parce que plus on a reçu les vaccins, plus on est mieux protégé que celui qui a reçu moins de vaccins. Donc, c'est le message que je veux lancer aux parents. Ceux qui suivent l'émission, parlez-en à d'autres qui n'auront pas la chance de suivre. Soyez nos ambassadeurs, n'est-ce pas, parce qu'on ne peut pas être partout. Donc, conseillez les autres parents, les autres membres de famille à permettre à ce que leurs enfants de moins de 5 ans reçoivent les vaccins. Ce sera une meilleure idée pour protéger notre société congolaise. Docteur Elisabeth, il semble que vous n'êtes pas seule, vous êtes appuyée par quelques partenaires pour la réussite de cette campagne. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur les organisations qui vous accompagnent? Les organisations de la société civile qui nous accompagnent pour la mise en œuvre de cette campagne, mais le partenaire numéro 1, c'est le gouvernement de la République, parce que tous les prestataires sur le terrain, ce sont des agents de l'État, ce sont des Congolais, il n'y a aucun expatrié qui va administrer le vaccin, donc c'est vraiment le premier impliqué. Et à ce titre, moi, j'aimerais encore rappeler, il vous souviendra qu'il y a moins d'un mois, je crois que demain, ça fera un mois, le président de la République lui-même a présidé le 3e forum sur la vaccination et l'éradication de la poliomyélite. Et c'était la 3e édition.
Donc, il a tenu 2 premières éditions de ce forum. C'est pour dire combien lui-même il est très engagé sur cette question. Il est hors de question que voilà, les enfants continuent d'être paralysés. Depuis que cette épidémie a commencé, nous avons plus de 840, près de 850 enfants qui sont paralysés. C'est inadmissible alors qu'il existe un moyen très efficace pour éviter cela. Plus de 800 enfants paralysés à vie. Donc, je pense que voilà, les partenaires majeurs, à la fois, comme je les ai cités, mais aussi l'engagement des parents à tous les niveaux, ça, c'est vraiment un partenariat que nous venons encore solliciter. Nous demandons aux parents de s'impliquer, pas seulement pour la santé de leurs enfants, mais aussi pour la santé des autres enfants. Nous sommes une communauté. Quand un doigt est malade, c'est toute la main qui est malade, qui est souffrante. Donc, cette affaire nous concerne tous. Nous devons travailler pour arrêter rapidement cette circulation de coronavirus. Merci beaucoup, Dr Elisabeth. Merci à... D'abord, je commence par dire merci aux invités. Vous l'avez senti avec moi que c'était... Waouh, c'était très intéressant. Et si vous hésitez encore, papa, chère maman, je vous prie d'accepter le vaccin pour le bien de nos enfants. Je dis merci aux invités et je rappelle que nous avions sur ce plateau Dr Elisabeth Mukamba. Elle est coordonnatrice nationale du comité des opérations d'urgence polio, coupe en sigle. Elle a été il y a quelques années directeur du programme élargi des vaccinations, mais elle est toujours au PEV, mais elle s'occupe de cette structure qui s'occupe justement de la vaccination contre la poliomyélite. Nous avions également Dr Gloire Mbayabo. Il est pédiatre aux cliniques universitaires. Il est aussi membre de l'association de pédiatres du Congo démocratique. Avec eux, nous avons parlé de l'importance du vaccin contre la poliomyélite. Nous devons respecter les calendriers vaccinaux de nos enfants pour leur éviter les pires, comme ils l'ont dit. Un enfant qui est paralysé se sent un peu diminué. Même si on lui dit que tu peux travailler, tu peux être utile à la société, mais au-dedans de lui, il s'est dit il y a certaines choses qu'il ne peut plus faire. Il ne peut pas jouer au football. Il y a des choses qui sont un peu limitées parce qu'il est devenu paralysé. Nous vous prions d'accepter les vaccins. Le ministère de la Santé commence déjà à partir de ce jeudi la campagne des vaccinations contre la poliomyélite. Elle est gratuite. Elle concerne toute l'étendue du territoire national. Toutes les provinces du pays sont concernées. Acceptez les vaccinateurs qui feront de porte à porte pour nous atteindre. C'est de ça que nous avons parlé avec nos invités. Merci à vous qui nous avez suivis certainement avec beaucoup d'attention. Merci encore une fois à nos invités d'avoir accepté que nous puissions leur poser des questions et merci également à l'équipe technique qui a permis à ce que nous puissions nous présenter chez vous. Bonne suite des programmes sur nos antennes et à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.